Madame, Monsieur, bonsoir. Le plan du gouvernement pour relancer l'embauche adopté en Conseil des ministres, le Premier ministre Michel Rocard est notre invité. Jean-Paul II en Afrique du Sud, une escale imprévue, officiellement due au mauvais temps. 300 à l'heure au-dessus de Cancun, l'ouragan Gilbert ravage la côte est du Mexique et menace le sud des États-Unis. Ils sont en France 2 613 000. 2 613 000 hommes et femmes sans emploi. Depuis des années maintenant, le chômage est en France, on le sait, le problème le plus grave et le plus douloureux. Et les statistiques continuent de gonfler. Au travers des chiffres, il y a la réalité, la vie au quotidien. Ainsi, cet homme de 35 ans, il a 4 enfants, il ne travaille plus depuis 3 ans, il n'a que 4 200 francs par mois pour vivre. Ève Mété. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est que je ne peux pas avoir de boulot, de travail. Vous savez, à 35 ans, on dit que vous êtes trop vieux. Je sais pas, moi, je me trouve encore bien à 35 ans. Hein, c'est que... on pourrait faire quelque chose. Le gouvernement peut faire quelque chose. On nous dit tout le temps que le chômage a baissé de 2 ou 3%, et on s'aperçoit que c'est en pire. On ne sait plus maintenant qu'on en est. On ne sait plus qui croire. On nous fait des promesses qu'on ne tient pas. Croyez-moi, vous attendez des fois des promesses des gens, qu'on vous promet un emploi, ou un remplacement, ou quelque chose de bien, vous y croyez, et puis vous voyez, vous êtes encore au même point. J'attendais à la rentrée quelque chose, j'ai été déçu. Bon bah, je ne veux pas me mettre une balle dans la tête non plus, parce que j'ai des enfants quand même. J'essaye de faire pour le mieux. Mes enfants, je vois qu'ils n'ont pas le confort qu'ils devraient avoir. On peut pas acheter tout ce qu'on veut, ce qui nous plaît. Par exemple, si on trouve un classeur qui est beau, qui est plus beau que le classeur qui coûte moins cher, on peut pas parce qu'on sait qu'il y a nos frères derrière. Alors on essaye de se partager, quoi. Puis des fois les parents, ils voudraient bien travailler, des fois ils n'aiment pas trop rester à la maison. Des fois ça fait des disputes avec les parents, de toujours se voir, c'est bien que des fois ils soient travaillés, parce que des fois ça les énerve, ils voudraient bien travailler aussi. Parce que rester toujours à la maison, des fois c'est pas toujours ça. Que quand on voit des garçons qui ont tout, leur vélo, tout ce qui leur plaît, puis bon ben des fois nous on voudrait avoir, puis on peut pas, et ben on attend. On essaiera de donner plus tard à nos enfants. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Vous avez donc présenté ce matin au Conseil des ministres, on revient à la politique, on revient aux chiffres, vous avez présenté un plan contre le chômage, on est presque tenté de dire encore un. Pourquoi croire à l'efficacité de celui-ci? La petite séquence que nous venons de voir le montre bien. Ce chômeur au destin tragique dit on ne sait plus qui croire. Et puis il dit aussi, on nous a fait des promesses et on ne les a pas tenues. Alors je voudrais commencer par dire que ce plan, ce ne sont pas des promesses. C'est l'ouverture d'un chantier. Et d'un chantier qui sera long. Il y a en France plus de chômage que plus de chercheurs d'emploi, de demandeurs d'emploi qu'il y en a dans la plupart des pays d'Europe. Et ce manque d'emploi devient un fléau national. Or, ce n'est pas l'État qui embauche. Ce sont les entreprises. L'État n'a pas d'action directe. L'État ne peut que créer des conditions telles que, premièrement, les chefs d'entreprise soient portés à embaucher et que, deuxièmement, chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille qui cherche du travail ait sa chance devant cet employeur. Et c'est beaucoup une question de formation. Ce qui manque probablement au monsieur que nous venons de voir, c'est une formation qui l'est qualifiée. Le programme que je viens de soumettre au Conseil des ministres, qui a été approuvé ce matin, est considérable. Il comporte 3 idées et beaucoup de mesures. 3 idées. Il faut du temps. On ne change pas des conditions de formation en quelques semaines, il y faudra des années. L'essentiel, c'est de continuer. Du temps, combien de temps? Deuxième idée. On ne mesure pas. Nous avons, vous l'avez rappelé, 2 613 000 demandeurs d'emploi en ce moment. C'est beaucoup trop. Le retour à zéro est hors de portée. J'espère que toute la France va se mobiliser. Je ne peux faire de promesses, comme on dit, que pour le compte du gouvernement. Or, ce n'est pas lui qui embauche, ce sont les entreprises, encore une fois. Et pour qu'un demandeur d'emploi trouve du travail, il faut qu'il ait une formation, donc qu'il ait fait aussi sa part d'effort, quitte à ce qu'on doive lui donner sa chance.
C'est mon chantier permanent, si vous voulez. C'est mon chantier permanent, mais le chômage ne se résorbera que si tout le monde s'y met. Donc du temps. Deuxième idée, il faut que tout le monde s'y mette, et d'abord à l'intérieur du gouvernement, tous les ministères, car ils sont tous concernés. Et ce n'était pas le cas jusqu'ici? C'était peu le cas jusqu'ici. Une des bonnes manières de créer de l'emploi, c'est d'exporter davantage. Et voilà le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce extérieur en première ligne. Une autre est d'utiliser aussi pour la vie civile la formation que donne l'armée. Et on n'y a pas assez pensé. Voilà la défense en première ligne. Une troisième est que devant la justice, les entreprises ne soient pas systématiquement vouées au dépeçage. Voilà un troisième ministère en cause. Pour le moment, nous lançons des réformes et nous prenons des mesures. Alors, les mesures. Trois idées. Première idée, du temps. Deuxième idée, tout le monde, tout le gouvernement au travail. Troisième idée, un paquet de mesures considérables. Alors, les mesures, il y en a 18. Il y en a 18 et en il y a 5 chapitres principaux. Voilà, alors on va essayer de simplifier, si vous voulez. Énumérer les chapitres. On va regrouper. Premier volet, Gérard, les mesures destinées aux entreprises. Oui, absolument, des allègements de charges, donc on retient, on ne peut pas toutes les dire. Pour les charges sociales, il y a donc la réduction de 9 à 7% des cotisations familiales, et puis l'exonération des charges pour l'embauche d'un premier emploi. Et puis au titre des mesures de financement, une enveloppe, disons, de 18 milliards environ de prêts préférentiels aux PME, la baisse de l'impôt sur les sociétés et l'exonération pour les entreprises nouvelles. Ce sont les principales, il y en a beaucoup d'autres. Alors tout cela va coûter cher, combien? Et puis est-ce que pour autant les entreprises vont en profiter pour embaucher? Est-ce que ce n'est pas là le pari, un pari peut-être hasardeux? C'est le pari. Je ne pense pas qu'il soit hasardeux. Tout cela représente un soulagement de la production des entreprises qui est entre 7 et 9 milliards de francs. C'est donc considérable. Une mesure comme celle qui vise le crédit aux PME va soulager les taux d'intérêt qu'elles peuvent trouver sur le marché de 3,5 points à 4 points, ce qui est considérable. Considérable. La baisse de l'impôt sur les sociétés de 3 points, c'est également considérable. Et face à cela, il y a un objectif pour le nombre d'emplois qui pourrait être créé? J'y viens, mais je vais ajouter autre chose. 800 000 personnes en France travaillent toutes seules. Commerçants, artisans. 800 000. N'osent pas embaucher leurs premiers salariés parce que ça coûte trop cher en charge. La suppression de toute charge sociale pour la première embauche, c'est une mesure considérable. Je ne prendrai pas de pari sur l'attitude qui sera celle et des demandeurs d'emploi en train de chercher une formation, et des chefs d'entreprise sur les conditions nouvelles que nous créons. Tout est là. Ce qu'il nous faut, oui, mais on ne compte qu'après et on est plusieurs. Je serais heureux de pouvoir, avec le représentant du patronat français et les représentants des syndicats ouvriers, vous dire ensemble, on pense que. Mais l'État n'agit pas tout seul, il ne se substitue pas aux producteurs. Ce serait une faute, et c'est parce qu'on a trop souvent fait cette faute, on a voulu faire un plan d'ordre d'embaucher. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il faut créer les conditions. Ces conditions, vous espérez les trouver donc auprès des petites et moyennes entreprises qui offriraient un espèce de gisement d'emploi. Je vous propose de voir tout de suite la réaction d'un petit patron à Courbevoie qui fabrique des lampes. Nicolas Jacobs lui a demandé ce qu'il pensait des mesures annoncées. Les mesures peuvent probablement favoriser la création d'emplois ici, à condition naturellement que la conjoncture économique continue d'être porteuse. Dans le volet économique, ça ressemble un petit peu à du saupoudrage, un petit peu à des gadgets et qui ne concernent pas l'exploitation au quotidien. Dans le volet social, il est certain que toutes les mesures qui tendraient à développer les contrats de qualification seraient les bienvenues, puisqu'il y a inadéquation entre les demandeurs d'emploi d'une part et les postes proposés qualifiés d'autre part. Par contre, dans les mesures strictement économiques, il y a quelque chose qui manque considérablement, c'est la suppression pure et simple de la taxe professionnelle, qui avait été qualifiée d'imbécile par François Mitterrand il y a quelques années, et taxe professionnelle qui a quand même pour assiette l'investissement et la masse salariale. D'un mot, votre réponse? Il a raison, ce chef d'entreprise, mais il n'a pas encore fait ses comptes, je vous signale. Parce que vu la taille de son entreprise, s'il avait fait ses comptes, il s'apercevrait que la baisse de charges sociales pour lui, ça ne sera pas du saupoudrage. Ça va être très important, mais ça il ne le sait pas encore, c'est une bonne surprise. Il pourra embaucher de ce fait, et c'est bien tout ça l'objet. Sur la taxe professionnelle, il a aussi raison. Elle a été créée en 1975, comme elle est, et à l'époque les socialistes, nous l'avions tous dit, c'était un impôt très dangereux. Mais malheureusement, il y a une inertie considérable. C'est le prochain chantier, je vous l'ai dit, mon chantier permanent. Alors revenons au chantier actuel avec
En gros, le deuxième volet de mesures, celle qui concerne l'amélioration des dispositifs qui existent déjà pour la formation, c'est-à-dire les stages pour les chômeurs de longue durée, mais aussi pour les jeunes, les TUC et les SIVP, c'est-à-dire les stages d'initiation à la vie professionnelle, 100 000 jeunes à peu près, à 2 600 francs par mois. Mais le mécanisme, on va le voir, devient très pervers. Les petits commerces sont les gros consommateurs de SIVP. Exemple, cette laverie automatique de Clichy, dans les Hauts-de-Seine. 2 ans après l'ouverture de son magasin, Emmanuel Maureen décide de proposer à sa clientèle des services annexes, repassage et retouche. La solution pour lui, les SIVP. C'est très pratique pour lancer l'affaire, c'est évident. Bon, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est évident qu'on n'aurait jamais pu tenter de développer notre activité si on n'avait pas eu donc, la possibilité de faire ces contrats SIVP. Moi je comprends parfaitement que quelqu'un soit réticent à être employé pour 2500 francs par mois, alors que d'autres, pour le même horaire, quasiment le double. Emmanuel Maureen l'affirme, si son commerce s'était développé, il était prêt à embaucher sa stagiaire. Pourtant, 4 SIVP se sont succédés ici en 1 an. Parmi elles, Alice Coralli, 25 ans, un CAP de couture, aujourd'hui à nouveau au chômage après 5 mois dans la laverie. Les horaires étaient durs, c'était 7h-21h tous les jours, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Et vous aviez l'espoir d'être embauchée à la sortie? Oui, mais je lui ai demandé, mais c'était pas possible parce qu'elle envisageait déjà, après moi, de prendre un autre SIVP. Moi, je trouve que c'est la faute de la NPE, il savait et ils lui ont donné quand même. À la NPE de Clichy, on précise que des ordres étaient venus du ministère du Travail de l'époque. À l'automne dernier, il fallait remplir les stages. Difficile pour un gouvernement quel qu'il soit de tenter une moralisation des SIVP. 100 000 jeunes sont, grâce à la formule, rayés en permanence des listes du chômage. Michel Rocard, comment empêcher de tels abus sans pour autant rigidifier une formule qui marche quand même? Qui marche, mais qui marche mal. Nous venons de voir quelque chose de pas convenable du tout. Cette entreprise a pu se développer grâce au fait que la puissance publique aide un jeune à s'insérer, c'est pour lui donner une chance dans la vie. C'est pas pour le naufrager après. Et pour ce faire, nous allons préciser le dispositif des conventions, c'est-à-dire les engagements que prennent les chefs d'entreprise qui recrutent un jeune en stage d'insertion à la vie professionnelle, mais nous ferons des vérifications, parce que ça, ce n'est pas admissible. Sur tout le volet, disons, social du chômage, mon souci n'a pas été d'augmenter les capacités d'accueil. Quand j'entendais il faut remplir les stages, au fond, j'ai plutôt envie de vous dire il vaudrait mieux les vider. Il vaudrait mieux les vider. Et si on les vide, on augmente les statistiques. Non, on les vide en engageant les gens dans la production, qui trouvent du travail. Mais pour ce faire, il faut que le contenu en qualité de formation de tous ces stages soit plus important. Et 5 des mesures qui ont été adoptées ce matin par le Conseil des ministres touchent ce problème. Des stages rapides mais immédiats pour les nouveaux chômeurs de manière à ce qu'ils ne risquent pas de partir en chômage de longue durée. 40 000 heures de stage prévues à répartir pour donner un complément de qualité aux jeunes TUC qui sont dans la situation des travaux d'utilité collective. L'amélioration des vérifications qu'il y a bien insertion dans le cas des stages d'insertion à la vie professionnelle. Tout ce dispositif est fait pour donner aux garçons et aux filles de ce pays, et d'ailleurs aux moins jeunes aussi, de meilleures chances. Encore une fois, nous ne lutterons contre le sous-emploi, nous ne créerons des emplois que si tout le monde s'y met. Tout le monde. Le gouvernement, on le fait. Jamais il n'y a eu une attaque aussi systématique sur tous les fronts du chômage, complétant le traitement économique et le traitement social. Tout pour l'emploi. Deuxièmement, les chefs d'entreprise. Troisièmement, les demandeurs d'emploi. Il faut aussi qu'ils se battent. Tout se joue dans un entretien d'embauche. Il faut qu'ils aient toutes leurs chances de leur côté. Mais je dirais, quatrièmement, les médias aussi. Savez-vous déjà que l'émission Coup de pouce, mais précisément, je ne suis pas là par hasard, que l'émission La Minute pour l'Emploi donne des résultats. Du travail de certains médias résulte des embauches. Tout le monde s'y met. Le gouvernement ne peut pas travailler seul, même s'il se bat pour créer les conditions. Alors, voyons tout de suite les réactions à ce plan, les réactions qu'a recueillies Véronique Auger. Mesure partielle pour la CFDT, la baisse des charges sociales est positive, mais ce n'est pas un véritable dispositif contre le chômage. Pour aller plus loin, la CFDT demande à rencontrer le ministre du Travail.
La CGT déclare, malgré l'habillage, c'est la même politique de traitement social du chômage pratiquée depuis 10 ans et qui à terme joue contre l'emploi. La baisse des charges ne servira qu'à gonfler les profits des entreprises. André Bergeron, il est d'accord avec les mesures d'amélioration de la formation, mais il s'inquiète des allègements de charges pour les entreprises qui, selon lui, ne contribuent pas à moraliser le système. L'UDF est le seul parti politique à avoir réagi. Pour Alain Madelin, ancien ministre de l'Industrie, l'idée est bonne, puisque pour une fois, on traite le chômage de façon économique, mais le plan oublie trop les grandes entreprises. Le RPR, de son côté, s'exprimera officiellement demain. Députés et sénateurs du mouvement réunis aujourd'hui ont surtout discuté aujourd'hui de la réponse à donner au prochain référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Laurent Boussier. Ça n'est pas le non, mais c'est de moins en moins le oui. Au comité central du RPR, où depuis 17 h les orateurs se succèdent, les positions semblent se durcir. Les partisans du non ou de l'abstention ont parlé les premiers, forts du soutien de la base du parti et d'un grand nombre des militants. Les rénovateurs qui représentent le oui semblent minoritaires et Alain Juppé a demandé à Pierre Mazeaud, ancien président de la commission des lois, une note sur les aspects non constitutionnels du référendum. Le blocage du corps électoral et l'amnistie pour les auteurs de crimes de sang sont les deux arguments favoris des partisans du non et même l'envoi d'une mission RPR à Nouméa n'a pas été confirmé. Aucune décision ne sera prise ce soir et il faudra attendre la réunion d'un autre comité central le 15 octobre prochain pour avoir la position définitive du RPR sur la Nouvelle-Calédonie. Votre réaction, Michel Rocard, vous espériez autre chose? Je ne souhaite pas ce soir parler d'autre chose que de l'emploi. Même de ce référendum sur la Nouvelle-Calédonie? Le temps viendra. Le temps viendra. Si ce référendum devient une affaire de politique politicienne, la Nouvelle-Calédonie ne se portera pas bien et la démocratie en France non plus. Et pour le moment, moi je me bats pour l'emploi. Un chiffre qui doit peut-être vous faire plaisir puisqu'il mesure la hausse de votre popularité. Selon le sondage que publie aujourd'hui Paris Match, 57,5% d'opinion favorable pour vous, 5 points de plus qu'en juillet, 63% pour le président Mitterrand. Et puis le petit délai traditionnel pour payer nos impôts locaux et l'impôt sur le revenu, date limite vendredi 16 septembre à minuit, après-demain. Caprice du ciel ou délai diplomatique, le pape Jean-Paul II, qui voulait éviter tout contact officiel avec le régime de l'apartheid, a dû emprunter les routes d'Afrique du Sud pour gagner le petit royaume du Lesotho. Il vient d'y arriver. Son avion avait dû faire une escale imprévue à Johannesburg, officiellement pour cause de mauvais temps, mais une prise d'otage au Lesotho n'y est sans doute pas étrangère. Gilles Rabine. C'est toujours le mauvais temps qui est officiellement responsable de cette escale imprévue et indésirable en Afrique du Sud pour le pape qui avait décidé d'écarter le pays de l'apartheid de son périple en Afrique australe. Ce matin, au cours du vol entre le Botswana et le Lesotho, pays enclavé en Afrique du Sud, l'avion de Jean-Paul II s'est dérouté vers Johannesburg. Contrairement à son habitude, à sa descente d'avion, le pape n'a pas baisé le sol sud-africain. Jean-Paul II s'est entretenu pendant 2 heures avec des officiels sud-africains qui avaient adopté le profil politique le plus bas possible. C'est un privilège pour nous de pouvoir aider le pape, a déclaré Pik Botha, le ministre sud-africain des Affaires étrangères. Nous n'avons discuté que de ce qui intéresse le Saint-Père. Après 3 heures d'escale, le pape décide de rejoindre en voiture sa vraie destination, Maseru au Lesotho, où l'attend le premier dérapage grave de son périple. Depuis hier soir, en effet, 4 maquisards armés gardent en otage dans ce bus 71 personnes, dont 36 enfants, des pèlerins venus à la rencontre du pape. Cette prise d'otage est-elle la vraie raison du déroutement vers l'Afrique du Sud? Il y a une demi-heure à peine, au moment où la voiture du pape entrait dans la capitale du Lesotho, une fusillade nourrie a été entendue dans la ville. On ne connaît pas encore ni l'origine ni la cause de ces coups de feu. Une bonne nouvelle sur l'emploi. Depuis quelques minutes, il y a un emploi de plus. Un entrepreneur de pompes funèbres du 11e arrondissement à Paris vient de nous téléphoner pour proposer un emploi pour le chômeur que nous avions vu tout au début de ce journal. Je cherche un De Gaulle en Israël. Yasser Arafat, qui était à Strasbourg aujourd'hui, il s'est dit prêt, sous le couvert de l'ONU, à rencontrer des dirigeants israéliens sans pour autant préciser sa position vis-à-vis de l'État d'Israël. Son entrevue avec Roland Dumas a duré près d'1 heure. Jean-Marc Ilouz. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova, non, ce n'est pas de l'arabe, oui, c'est bien de l'hébreu. En souhaitant 3 fois la bonne année aux Israéliens et aux Juifs, Yasser Arafat a d'abord cherché à Strasbourg à convaincre l'Europe de sa volonté de négocier la paix.
Avec Shamir ou Peres, demande un journaliste israélien. Réponse du chef de l'OLP, je cherche un De Gaulle israélien. Cela dit, Yasser Arafat n'a pas fait aujourd'hui de nouvelles propositions. Mais dans l'après-midi, sa rencontre avec le chef de la diplomatie française aura lieu loin des caméras. En dépit des protestations de la communauté juive et de nombreux tiraillements au Parti socialiste, Roland Dumas a tenu à rencontrer le chef de l'OLP avant la prochaine réunion du Parlement palestinien. Tout mouvement qui peut conduire le peuple palestinien à reconnaître Israël, à bâtir un programme politique qui soit juste et réaliste est souhaitable. La France l'encouragera. De même que la France encouragera tout mouvement qui portera les Israéliens à ouvrir le dialogue avec les Palestiniens et à en tirer toutes les conséquences. Voilà ce que j'ai voulu dire et ce que j'ai dit à M. Arafat. Mesdames et messieurs, je pose la question. Le moment n'est-il pas venu de faire taire les armes et de donner la parole aux négociateurs? Cette rencontre, en tout cas pour Jérusalem, constitue un regrettable précédent. On précise aussi au ministère des Affaires étrangères que la position d'Israël, quelles que soient les déclarations de M. Arafat, cette position reste inchangée. Le déficit commercial américain en forte baisse en juillet, 9,5 milliards de dollars, 28% de moins que le mois précédent. Sanctions à Air France, la compagnie licencie le commandant de l'Airbus qui s'était écrasé en juin à Habsheim. Et puis à Air Inter, c'est la mobilisation générale. Emmanuel Vanier. Rencontre demain entre Pierre Elsen, le PDG d'Air Inter, et les pilotes et mécaniciens de la compagnie. Consultation pendant 6 jours après la confirmation par le ministère des Transports que la décision du pilotage à 2 des Airbus A320 était la seule possible. Dès vendredi matin, la compagnie espère assurer le départ à l'heure de la vingtaine de vols encore retardés du fait du préavis de grève du personnel navigant. 4000 détenus en grève dans une dizaine d'établissements pénitentiaires. Grève des plateaux, les prisonniers refusent de se nourrir, grève dans les ateliers, manifestations lors des promenades. Les revendications, amélioration des conditions de travail, augmentation des permissions de sortie et des libérations conditionnelles, suppression du statut de DPS, détenus particulièrement surveillés. Au Beaumet à Marseille, grève également des surveillants. Ils contestent les mesures d'assouplissement des conditions de détention et réclament plus de discipline. Au centre de ces mouvements, la surpopulation carcérale, 50 000 détenus pour 32 500 places. Au Beaumet, ils sont 3 dans une cellule de 5 mètres carrés. La rentrée des classes à Tours, c'est pour demain. Après 9 jours de grève, fin du mouvement au lycée Grandmont. Les enseignants ont obtenu un poste supplémentaire. Rentrée demain à 14 h. Gilbert fait des ravages. Gilbert, c'est le nom donné au cyclone qui a déjà fait 10 morts à Haïti et qui s'abat en ce moment même sur Cancún, au Mexique. Aux États-Unis, on craint le pire d'ici 48 heures. Paul Naon. Voici les images satellites de Gilbert. Gilbert, actuellement au-dessus du golfe du Mexique, sur la péninsule du Yucatan. Voici maintenant, vue d'avion, à 10 000 mètres d'altitude, les turbulences du cyclone. Un cyclone que les météorologistes n'arrivent pas à classer, tant sa force est grande. Gilbert possède en effet un front de 500 km de large, avec des vents qui dépassent les 250 km à l'heure. Ce typhon est terrible. Nous les classons sur une échelle de 1 à 5. Celui-là est de catégorie 5. Ce sont les pires. Le typhon a déjà ravagé l'île de la Jamaïque, 35 morts et 500 000 sans-abri. Il est passé sur Cuba et se trouve en ce moment même sur la ville de Cancún, où les touristes ont été évacués à la hâte. Les spécialistes se demandent maintenant où va se diriger l'ouragan. Selon toute probabilité, il fonce vers le sud des États-Unis, où il devrait atterrir quelque part entre la Louisiane et les côtes du Texas. Les habitants ont commencé à prendre des précautions, notamment en se ravitaillant dans les supermarchés, mais les autorités n'ont pas encore donné l'ordre d'évacuation des populations. Séoul sous surveillance. À 3 jours de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques, les organisateurs sud-coréens, très préoccupés par la sécurité, essayent de resserrer le dispositif autour du village olympique. Sur place, Dominique Leglou.
Scoop, derrière cette casquette se cache l'homme qui a étrenné le village olympique. Voici sa carte accréditive. Sans elle, pendant les Jeux, vous ne pouvez rien faire. Encore faut-il avoir la bonne carte pour pénétrer au village de l'autre côté du grillage. Un village pratiquement interdit aux véhicules. Même pour stationner à proximité, il faut montrer patte blanche et plaque d'immatriculation bien lisible. Tout cela pour découvrir Sarcelles-sur-Anne, le village olympique. Des tours de béton où vont loger 8000 personnes. Un deuxième contrôle optique est alors nécessaire, le tout avec le sourire. Question. Malgré les politesses d'usage, comment cela est-il donc vécu? Étant les premiers à entrer dans le village, les premiers à être accrédités, on a essuyé les plâtres partout, on a été les cobayes de toutes les procédures des Coréens, qui sont déjà des gens extrêmement rigoureux. Leurs procédures n'étaient pas rodées, et par conséquent, il nous a fallu des tonnes et des tonnes de patience. D'où la devise, on se calme et on s'organise. Et surtout, on ne perd pas l'humour typiquement gaulois. La délégation française a de fort jolis costumes, mais cela ne lui semble pas suffisant. On va se faire tailler des costumes à Itaewon avant que la presse fasse la même chose. Tailler des costumes, ça coûte cher là-bas? Ah non, ça coûte pas cher, mais il faut négocier les prix. Et alors, des costumes pour monsieur, ça va peut-être être difficile à faire, non, vu sa taille? Parmi les lutteurs, je crois avoir le gabarit mannequin. On n'oublie pas non plus que la France, traditionnellement, est un pays de fine gueule. On a notre cuisinier français, on a nos pommes de terre, mais il nous manquait le Beaujolais. Alors je suis venu le chercher aujourd'hui. Voilà qui en fait rougir certains qui préfèrent passer incognito. Et le contrôle policier, ça vous gêne pas? Non, pas du tout. Je crois que c'est nécessaire. Une organisation comme ça, c'est normal qu'il y ait de la sécurité. Normal quand vous saurez que dans le civil, il est agent de police. Si Hélène Huard a sa carte de féministe. Autre aspect de la protection, la prévention médicale. Chaque athlète a sa carte de santé informatisée. Une manière de contrôler, de suivre et d'éviter les erreurs toujours possibles. Oui, elle a sa carte de féministe. Ainsi, par exemple, l'usage des produits interdits ou même à déclarer. Tous les athlètes sont prévenus, les listes rouges existent, à eux de les consulter. À eux aussi de surveiller leur régime. La cantine coréenne spécifie pour chaque plat la correspondance calorique. Et pendant qu'ils dînent tranquillement, les troupes d'élite continuent leur travail de protection rapprochée, mitraillettes en bandoulière ou chiens renifleurs à l'arrêt. Le village peut donc s'endormir tranquille. Les athlètes aussi, pratiquement pas de taxi à la sortie. Une façon d'éviter les escapades nocturnes vers les quartiers chauds, modèle Itaewon. Des quartiers désormais réservés aux seuls journalistes. Qui ont l'air ravis. Laurent Cabrol va dans un instant nous parler du temps demain, mais un mot encore avec les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Vincennes, le 6, le 5, le 10, le 16, le 11, le 13, le 3 et le 4. Et puis cette information de dernière minute qui nous ramène au voyage mouvementé du pape au Lesotho. L'autocar des otages a été pris d'assaut par les forces de l'ordre. Le calme devrait donc revenir ce soir dans la capitale de ce petit royaume où, je vous le rappelle, le souverain pontife est finalement arrivé ce soir. Voilà, à 22h50, c'est Philippe Lefebvre qui vous présentera notre dernière édition. Demain matin, 6h45, Roger Isabelle. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain 20h.